Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction du chapitre mouvement et interaction 4. Alors cette partie concerne les énergies cinétiques et potentielles. Et puis les objectifs, ça sera donc ici d'identifier les différentes formes d'énergie et puis d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique, donc surtout sur la deuxième partie ici, avec les exercices et les problèmes à suivre. Alors première question d'introduction, quelle est l'unité de l'énergie? On a vu ça au début de l'année sur toute la partie énergétique. Donc on sait qu'une énergie, ça se mesure en joules, et éventuellement aussi en watts, on a vu ça en électricité. Première partie, énergie potentielle de position ou de pesanteur. Alors pour introduire cette notion, je propose trois petites activités du même ordre qui consistent à observer la trace laissée par une bille ou une balle en chute libre dans un bac de sable. Alors je vous donnais deux liens de vidéos à regarder qui permettaient d'observer donc la reproduction de ces expériences. On a dans ces vidéos des mesures, et c'est même ces mesures que j'ai utilisées pour le petit tableau ci-dessous. Alors le protocole, il est décrit dans le schéma, très simple, on a une règle qui permet de mesurer l'altitude à laquelle on va lâcher notre bille, donc la hauteur de chute tout simplement, et puis on a une chronophotographie ici qui permet de visualiser le mouvement de la bille jusqu'à son impact dans le sable ici. On va relever pour différentes hauteurs de chute le diamètre laissé par la bille dans le sable. Donc ici on voit que plus la hauteur de chute augmente et plus le diamètre, plus la largeur de la trace augmente aussi. Deuxième expérience basée sur le même principe, je reproduis cette expérience non pas avec une seule bille mais avec deux balles par exemple. Ce qui est important, c'est qu'elles soient de même dimension, mais par contre de masses différentes. Alors, je propose une balle de tennis et une boule de pétanque qui ont à peu près les mêmes dimensions, et on les lâche par contre de la même hauteur. Donc ce qu'on va faire varier, ce n'est plus la hauteur de chute, mais ici la masse. Alors je vous proposais de réaliser vous-même l'expérience et d'identifier quelles étaient l'affirmation qui était exacte, ou les affirmations exactes. Donc ici c'est la trace laissée par la boule de pétanque est plus grande que celle laissée par la balle de tennis. Enfin, dernière expérience, donc un peu compliquée à réaliser évidemment, donc là c'est plus une expérience de pensée. On lâche notre boule de pétanque dans le sable pour une hauteur de chute de 1 mètre sur Terre, et ensuite on se déplace, on voyage sur la Lune et on reproduit exactement la même expérience, et on observe les mesures. Alors sur Terre, où l'intensité de la pesanteur est de 10 newtons par kilogramme, je le rappelle, et sur la Lune, où l'intensité de la pesanteur n'est que de 1,6 newtons par kilogramme, donc on a vu ça dans l'activité, le chapitre sur le poids et la masse, et la gravité donc. Donc ce qui varie entre ces deux lieux, c'est l'intensité de la pesanteur. On voit que pour une intensité de pesanteur forte sur la Terre, on a 15 cm pour le diamètre de la trace, alors que pour une intensité de pesanteur faible sur la Lune, donc, la trace est 3 fois plus petite, 5 cm. Donc la trace laissée par l'objet dans le sable, c'est ce qui va nous permettre d'observer finalement l'effet libéré par la définition ici de notre énergie potentielle de position. Donc un corps qui est à une certaine altitude dans un champ de gravité, eh bien, il va posséder une certaine énergie, ce qu'on appelle l'énergie potentielle, de pesanteur ou de position. Alors, à quoi est liée cette énergie? Donc, à partir des trois expériences, on peut déjà décrire des effets en fonction des paramètres. À partir des expériences décrites ci-dessous, quels sont les paramètres qui définissent cette énergie? Donc, on a vu que l'effet, c'est-à-dire la largeur de la trace, est d'autant plus grand que la hauteur de chute est grande. La largeur est plus grande si la masse est grande, et enfin elle est d'autant plus grande que l'intensité de la pesanteur est grande. Donc on peut en déduire que l'énergie
de position, l'énergie potentielle de position, ça dépend de la hauteur, de la masse et de l'intensité de la pesanteur. Donc on va pouvoir définir ce que c'est que l'énergie potentielle de position ou de pesanteur. Un objet situé à une certaine altitude possède une énergie potentielle de position qu'on appelle EP, et cette énergie potentielle se manifestera lorsque l'objet, par exemple, va tomber, tout simplement. Alors, elle est de pesanteur. Pourquoi? Pas parce qu'elle est liée à la gravité, donc l'objet est attiré par la Terre, et donc c'est la gravité qui va permettre de libérer cette énergie. Lorsque l'objet perd de l'altitude, eh bien, il va perdre une partie de son énergie potentielle. On peut faire le lien donc avec nos trois paramètres, masse, intensité de pesanteur et altitude, pour établir la formule de la définition de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est tout simplement la masse en kilogrammes multipliée par l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, donc je rappelle sur Terre environ égal à 10, et l'altitude, la hauteur de chute, Z. Cette énergie, c'est une énergie qui s'exprime, comme toutes les énergies, en joules. Deuxième partie, on va définir et étudier ce que c'est que l'énergie cinétique. Alors je vous proposais de visionner une vidéo où on voyait différents crash tests. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans un crash test, ce qu'on va étudier, c'est le comportement, ou plutôt les déformations des véhicules lorsqu'on les lance à une certaine vitesse sur un mur par exemple, et donc on va observer le choc, et ce choc va nous permettre de faire le lien avec l'énergie cinétique. L'énergie de la voiture est libérée lors du choc et a pour effet de déformer le véhicule. Plus l'énergie du véhicule est grande, et plus la déformation observée est importante. Alors qu'est-ce qui permet d'observer des grandes déformations? De quoi dépend finalement l'énergie cinétique? D'après la lecture de la vidéo, on a vu que plus la vitesse augmente, et bien plus la déformation, plus le choc est important. Et d'autre part, plus la masse du véhicule augmente, on n'a pas le même choc si on a un camion ou une voiture, tout ça même pour une même vitesse. Donc plus la masse augmente et plus l'énergie libérée est grande. L'énergie cinétique, donc ça dépend de la masse et de la vitesse d'un corps. Alors on peut observer l'énergie cinétique, enfin l'effet de l'énergie cinétique lors d'un choc, donc dans une déformation, mais on peut aussi l'observer et c'est le cas c'est l'objet de l'activité 3, on peut l'observer directement et la mesurer en la comparant à la distance de freinage d'un véhicule lancé à une certaine vitesse. Donc pour mieux comprendre l'énergie cinétique, on peut étudier le lien entre la vitesse d'un véhicule et sa distance de freinage. Alors je vous proposais un petit document qui relève différentes distances d'arrêt pour différentes vitesses pour un même véhicule. Alors ce qui nous intéresse ici, ça ne va pas être la distance d'arrêt, mais plus particulièrement la distance de freinage. Donc je proposais dans la première question de rechercher correctement l'information et de compléter le tableau. Ce tableau donc regroupe la vitesse en fonction de la distance de freinage, la vitesse en km/h en fonction de la distance de freinage en mètres, et puis vous deviez retrouver les informations manquantes, c'est-à-dire que pour 70 km/h, on a une distance de 24 mètres pour le freinage, etc., etc. Alors, première question, donc on va essayer d'analyser ces grandeurs. Est-ce qu'il y a un lien de proportionnalité entre la vitesse et la distance de freinage? Alors là, plusieurs méthodes pour montrer ou démontrer la présence ou l'absence de la proportionnalité entre ces grandeurs. Donc soit on recherche le coefficient pour le premier couple de valeurs, donc ce que j'ai fait, il n'existe pas de coefficient entre la vitesse et la distance de freinage, parce que si je fais 12 divisé par 50, je trouve 0,24. Par contre, si je fais 24 divisé par 70, je ne trouve pas le même coefficient. Je vais trouver 0,34. Donc là, déjà, on peut démontrer que les grandeurs ne sont
ne sont pas proportionnels ici. On pourrait aussi utiliser le produit en croix. Hein. Je vous réfère à ce que vous avez fait en mathématiques sur le chapitre de la proportionnalité. Donc si je fais 50 multiplié par 24, donc ça nous fait 1200. Et par contre, si je fais 12 fois 70, je vais trouver 840. Donc on n'a pas une égalité ici, donc il n'y a pas de produit en croix ici. Donc pas de proportionnalité. Alors ce que je vous propose, c'est d'étudier non pas le lien entre la distance et la vitesse, mais le lien entre la distance et la vitesse au carré. Donc on va calculer la vitesse au carré. Alors, première vitesse 50, donc 50 au carré, 50 fois 50, ça fait 2500. Et puis une fois que j'ai compris comment compléter le tableau, eh bien je renseigne toutes les deux lignes de ce tableau précisément. Je ne peux pas me tromper avec ma calculatrice. Et je demande enfin de reproduire, enfin de construire plutôt les points correspondant à chaque couple de valeurs, donc vitesse au carré et distance de freinage, dans le graphique ci-dessous. Alors, travail de repérage ici, donc c'est pas le premier qu'on fait ensemble. On fait attention à l'échelle proposée, aux grandeurs en abscisse, donc vitesse au carré, et en ordonnée distance de freinage, et on s'applique pour repérer ces points avec précision. Donc par exemple, on a 2500 pour la vitesse au carré, donc d'après l'échelle on est ici. Donc, une graduation c'est 500, donc 2000, 2500 ici, et on va chercher 12, donc une graduation c'est 2 sur l'axe des ordonnées, donc ça fait 12 ici. Et puis on reproduit la même méthode pour placer nos différents points. Quelle remarque peut-on faire? Ces points sont alignés, donc ça veut dire qu'on peut tracer une droite qui passe par tous ces points, et on va remarquer que ces points sont alignés sur une droite, et cette droite passe par l'origine du repère. Alors qu'est-ce que c'est que cette propriété? C'est la propriété qui permet d'identifier des grandeurs proportionnelles tout simplement. Donc on peut en déduire que la distance de freinage df est proportionnelle au carré de la vitesse ici. Alors ça nous permet d'aller un petit peu plus loin et de définir, alors rapidement je vous le concède, de définir l'énergie cinétique et sa formule. Donc qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique? L'énergie cinétique, c'est l'énergie liée à la vitesse d'un objet. Donc un objet possède une masse m et peut être animé d'une certaine vitesse v. Donc à partir du moment où il est en vitesse, il va posséder ce qu'on appelle l'énergie de mouvement, ou plus précisément l'énergie cinétique. On peut la noter EC. La valeur de l'énergie cinétique est donnée par une formule, donc je vous la propose tout de suite, qu'on utilisera dans les exercices et applications de la deuxième partie. Donc l'énergie cinétique EC en joules, c'est 1,5, donc 0,5 fois m la masse en kg fois v la vitesse au carré en mètres par seconde. Donc on a défini l'énergie potentielle de pesanteur ou de position, on a défini l'énergie cinétique, on a introduit ces deux formes d'énergie, et on va voir quel est le lien qui existe entre les deux, et ce lien va nous permettre aussi de définir la dernière forme d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Donc il y a un lien entre l'énergie potentielle d'un objet et son énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique ici. Alors je vous proposais pour cette activité 4, donc je pense que j'aurais dû mettre l'autre aussi, j'espère que vous l'avez trouvé par curiosité, donc une animation sur le site PCCL, que je retrouve et que je vous montre. Alors je vais commencer par la première ici. Voilà, donc première animation. Donc ici on a une animation qui est intéressante parce qu'elle nous permet de voir l'évolution de l'énergie cinétique et l'évolution de l'énergie potentielle pour un objet. Alors l'objet ici c'est une bille sur un circuit type montagne russe de manège, tout simplement. Alors je fais monter ma bille ici.
Et pendant toute la montée, vous avez remarqué que l'énergie cinétique ici n'est pas comptabilisée. En fait, on est dans la charge finalement de notre système. Par contre, la bille s'est élevée en hauteur, elle a gagné l'altitude, donc elle a gagné l'énergie potentielle. Elle est même au point le plus haut du système. Donc son énergie potentielle est maximale ici. Qu'est-ce qui va se passer si je lâche la bille sur la première partie? Donc je reviens en arrière. Voilà, si on lâche la bille, en fait, elle va tomber tout simplement. Et sa vitesse va augmenter pour atteindre une vitesse maximale tout en bas là, de la courbe. Si sa vitesse augmente, je vous rappelle que l'énergie cinétique est liée au carré de la vitesse, ça veut dire que son énergie cinétique ici va augmenter. Et on voit ici que l'énergie cinétique est passée par un maximum à un certain moment donné. Alors tout au long du parcours, on voit que l'altitude de la bille augmente, donc son énergie potentielle diminue et augmente. Et on voit aussi que sa vitesse varie, donc son énergie cinétique ici varie de la même façon. Alors je vais reproduire encore une fois l'animation. Alors pour bien vous montrer que quand l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue et inversement. Et puis si on regarde l'énergie mécanique ici, qui est définie comme étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, eh bien on voit en fait que cette énergie est toujours égale à elle-même, elle remplit le rectangle proposé ici. Alors la deuxième animation concerne le même principe, c'est-à-dire que je vais étudier l'évolution de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle sur la chute d'un objet. Donc au départ, eh bien en fait, tant que je n'ai pas lâché la bille, sa vitesse est nulle. Donc son énergie cinétique ici est nulle. Par contre, elle est au maximum de son altitude Z1, donc son énergie potentielle est maximale ici. Si je lâche la bille, sa vitesse augmente, donc son énergie cinétique augmente, mais son altitude diminue, donc son énergie potentielle diminue ici. On arrive à l'instant final où toute l'énergie cinétique a été, ou toute l'énergie potentielle, pardon, a été remplacée par l'énergie cinétique. Et on observe que pendant toute cette chute ici, en fait, l'énergie mécanique, qui est égale à la somme des deux, est toujours égale à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas ici. Alors c'est ce que je mets en synthèse dans le document. Donc là, il y avait juste à comprendre et à lire attentivement. Lors d'une chute, à l'instant initial, l'objet possède de l'énergie potentielle de position. Donc on est à l'instant initial ici. L'énergie cinétique est nulle. L'énergie potentielle est maximale, ce qui définit l'énergie mécanique. On peut dire que toute l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Au milieu de la chute, eh bien, l'altitude a diminué, donc l'énergie potentielle a diminué aussi. Par contre, la vitesse de la bille a augmenté, donc son énergie cinétique a augmenté. Et si je fais la somme des deux, je vais retrouver mon énergie mécanique qui n'a pas bougé. À l'instant final, l'altitude est nulle, donc l'énergie potentielle est nulle. La vitesse a atteint son maximum, donc l'énergie cinétique est maximum. On peut dire qu'à l'instant final, toute l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. En l'absence de frottement, il y a ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, l'énergie mécanique c'est égal à EP plus EC. Lors d'une chute, l'énergie potentielle de pesanteur de l'objet est convertie en énergie cinétique. Alors qu'est-ce qui se passe dans le freinage d'un véhicule ou dans le choc d'un véhicule ici, puisque l'altitude ne varie pas? Donc on ne peut pas dire que l'énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle de pesanteur. Simplement, lors du freinage de véhicule, toute l'énergie cinétique sera convertie non pas en énergie potentielle, mais en énergie thermique, en chaleur tout simplement.
Alors le dernier graphique montre tout simplement de façon quantitative ce qui se passe dans l'étude de ce qu'on a vu dans l'animation. C'est-à-dire qu'à tout instant, l'énergie mécanique est constante. Donc ici, dans notre graphique, il y a en ordonnée l'énergie en joules et en abscisse le temps en secondes. L'énergie mécanique ici est toujours égale à elle-même, c'est-à-dire toujours égale à 10 joules. À l'instant initial, l'énergie potentielle est maximale. Et puis au long de la chute, l'altitude diminue, donc l'énergie potentielle diminue. Et parallèlement, l'énergie cinétique à l'instant initial est nulle puisque sa vitesse est nulle et augmente tout au long de la chute pour atteindre son maximum à la fin, à l'instant final. Donc voilà pour la première partie. Pour la suite, vous avez du travail avec les exercices et les activités documentaires à réaliser. À bientôt.